Introduction de ce sujet sur les traités. On peut rappeler que a été signé un traité sur la protection de la biodiversité. Donc c'est un traité qui en anglais porte le nom de Biodiversity Beyond National Jurisdiction, BBNT, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Ce traité a été négocié pendant plusieurs années. Il a été signé aujourd'hui par 67 États. Et l'année prochaine, 60 États l'ayant ratifié, il devrait entrer en vigueur. Alors ce traité, donc négocié dans le cadre des Nations Unies, est un exemple de ce qu'on appelle le droit conventionnel, c'est-à-dire le droit des traités. Donc les traités, la définition des traités, c'est un accord conclu entre des sujets du droit international et qui les oblige. Donc un accord conclu entre les sujets du droit international, les États, mais également les organisations internationales et qui les oblige. Les traités s'inscrivent dans le droit international. Le droit des traités est un droit d'origine coutumière et il a été transformé en traité, codifié par les Nations Unies. Il est devenu ce qu'on appelle la Convention de Vienne de 1969. Donc il y a de très nombreux traités qui s'appellent Convention de Vienne. Là, la Convention de Vienne de 1969, elle fixe le droit des traités. Les traités, ils sont également enregistrés par les Nations Unies. Le secrétariat général des Nations Unies, c'est l'article 102 de la charte de San Francisco, recense les traités existants. Donc vous avez des dizaines de milliers de traités bilatéraux qui sont enregistrés et plusieurs milliers de traités multilatéraux, c'est-à-dire engageant plusieurs États. Alors comment ce droit des traités est-il organisé ? Quelle est la place des traités dans l'ordre international ? Comment ce droit des traités est-il organisé ? Quelle est la place des traités dans l'ordre international ? C'est ce que nous allons examiner. Donc première partie, nous allons d'abord voir que négocier puis entrer en vigueur, les traités sont au cœur du droit international public. Négocier puis entrer en vigueur, les traités sont au cœur du droit international public. Alors pour simplifier, je reviens sur les deux étapes les principales. Petit 1, la négociation des traités. Petit 2, l'entrée en vigueur des traités. Petit 1, donc, première sous-partie, la négociation des traités. Alors vous avez deux étapes. Première étape, la négociation proprement dite du texte, et deuxième étape, l'adoption du texte. Premier point, la négociation. Alors, la négociation des traités, elle se fait entre les États ou entre les organisations internationales. Mais de manière très pratique, c'est rarement le chef de l'État qui négocie les traités. Alors, dans la lettre des constitutions, c'est souvent le cas. Par exemple, en France, l'article 52 de la Constitution, nous dit « Le président de la République négocie et délivre les pleins pouvoirs. » Le président négocie et délivre les pleins pouvoirs. Alors, il négocie en théorie, en pratique, il délivre en fait ce pouvoir de négocier, ces pleins pouvoirs, à un représentant du chef d'État qui, du coup, comme il détient ces lettres de plein pouvoir, ce droit de négocier, va s'appeler le plénipotentiaire. Le plénipotentiaire. Il possède les lettres de plein pouvoir. Alors, à noter, c'est intéressant aujourd'hui, que ces lettres de plein pouvoir sont délivrées par le président de la République, mais elles sont contresignées par le Premier ministre. Donc, en termes de cohabitation, il peut y avoir il y a un consensus à trouver entre ces deux autorités. Alors, que fait le plénipotentiaire ? Eh bien, il va discuter avec son homologue, ou ses homologues, si c'est un traité multilatéral, et il va rédiger un texte, le texte du traité.
Alors le traité a toujours la même forme. C'est ce que l'on appelle la contexture du traité. La contexture du traité, c'est-à-dire la forme du traité. Vous avez d'abord, première partie, un préambule. Le préambule du traité va énumérer les parties contractantes, comme un contrat, et les motifs qu'ils poursuivent. Donc le préambule, il y a les parties contractantes, les États, et les motifs de leur négociation. À la suite de ce préambule, on va trouver ce que l'on appelle le dispositif du traité. Le dispositif du traité, ce sont les articles proprement dits contenant les orientations du traité. Alors ce dispositif est de taille variée. Vous avez certains traités qui sont très courts. Par exemple, le traité, la Triplice, avant la Première Guerre mondiale, c'était un traité qui avait 4 articles. Vous avez des traités qui sont plus longs. Par exemple, les traités de fondation des organisations internationales, comme l'ONU, sont longs parce qu'ils décrivent l'organisation et les activités de cette nouvelle institution. Donc, par exemple, si l'on prend la charte de San Francisco, elle a 111 articles. La charte de San Francisco, 111 articles. Dernière partie, après le préambule et le dispositif, vous avez ce que l'on appelle les clauses finales du traité. Bon, en fait, c'est la fin du traité. Ces clauses finales sont intéressantes parce que elles vont concerner la vie du traité, c'est-à-dire ses conditions d'entrée en vigueur, ses conditions de modification et sa durée. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur les clauses finales. On trouve parfois une dernière partie dans certains traités, ce sont les annexes, qui ont une valeur juridique moindre et qui viennent donner des détails techniques sur l'interprétation du traité. Alors tout ce texte qui est négocié va donner lieu à un ensemble d'écrits qu'on va appeler un non-papier. C'est le traité à l'état brut, il n'a pas de valeur juridique et il recense les 2 ou plusieurs points de vue sur le traité. Et puis, au fur et à mesure de la négociation, le texte va être précisé, les parties qui sont non négociées vont petit à petit se réduire, et on va arriver à une forme définitive. Et donc c'est ce qui permet l'adoption, c'est mon deuxième point, l'adoption du traité. Alors le traité, il est adopté lorsque sa forme est définitive, toutes les écritures ont été acceptées, et dès lors, on va dire que le texte est arrêté. Le texte du traité est arrêté, c'est-à-dire qu'on ne le change plus. Il n'y a plus de partie entre j'ai oublié le terme, enfin en tout cas voilà, qui ne sont pas encore négociés. Ce texte arrêté est ensuite authentifié par la signature des plénipotentiaires. Ce texte arrêté est ensuite authentifié par la signature des plénipotentiaires. Donc ce sont les négociateurs qui vont apposer leur signature. Parfois, il est décidé que ce ne sera pas la signature, mais un paraphe qui a une valeur un peu moindre. Et puis parfois aussi, le négociateur va dire qu'il paraphe ou qu'il signe ad referendum. Ad referendum, c'est-à-dire qu'il le fait de manière provisoire et que cette signature ou ce paraphe est à confirmer par l'autorité compétente, c'est-à-dire le chef de l'État. Alors l'adoption du traité est une étape importante. C'est généralement celle qu'on va retenir dans les journaux, la signature d'un traité. Pourtant, en termes purement juridiques, elle a une importance un peu moindre.
En effet, elle n'engage pas l'État sur le traité. L'État n'est pas encore engagé sur le dispositif du traité. Il est simplement obligé, selon le droit international, d'appliquer les clauses finales du traité, et notamment les modalités de ratification. Donc, il s'engage finalement dans un processus qui va aboutir à l'obéissance au traité, mais le droit international précise tout de même que dans cette opération, l'État doit éviter les actes qui priveraient le traité de son but. Donc il n'est pas obligé de le respecter à la lettre, mais il doit éviter les actes qui priveraient le traité de son but. Par exemple, un traité de paix qui serait signé et l'un des États recommencerait le conflit, du point de vue du droit international, il serait condamné. Alors les conditions d'adoption des traités bilatéraux sont similaires à celles des traités multilatéraux, même si évidemment dans le cas du traité multilatéral, il y a, pour que le traité soit adopté, la nécessité d'une unanimité de tous les négociateurs. Hein, c'est la particularité. Parfois, vous avez certains traités qui peuvent prévoir l'adoption du traité avec une majorité plus limitée, parfois même un quorum. Voilà, tout dépend des cas de négociation. Alors, une fois que le traité est négocié et adopté, il n'est pas encore tout à fait valide. Il faut pour cela, c'est mon petit 2, que le traité entre en vigueur. Donc, petit 2, l'entrée en vigueur des traités. Alors, je reviens d'abord sur, premier point, l'enjeu de la ratification, et ensuite la question de la validité des traités. Donc, premier point, l'enjeu de la ratification, et ensuite, deuxième point, la question de la validité des traités. Donc, premier point, l'enjeu de la ratification. Donc, il existe en fait le cas le plus classique du traité, c'est le traité qu'on doit conclure en forme solennelle. Donc un traité qui est conclu en forme solennelle, c'est un traité qui doit être ratifié. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, après la signature apposée par le pouvoir exécutif, il doit y avoir une confirmation par le pouvoir législatif. Cette obligation est née au XIXe siècle dans les premières démocraties, et en particulier aux États-Unis. La Constitution américaine prévoyait que lorsque le président signait un traité, celui-ci devait être ensuite adopté par un vote du Sénat. Et donc, ce processus de ratification qui est né avec la démocratie américaine s'est ensuite étendu à tous les États au fur et à mesure qu'ils devenaient des démocraties. Et donc aujourd'hui, dans la plupart des cas, un traité doit être accepté par l'Assemblée, doit être accepté par le pouvoir législatif. Alors, c'est le cas de la France, article 53 de la Constitution française. Il est prévu qu'une loi ratifie les traités. Cette étape est une étape très importante. Je rappelle que, historiquement, le Sénat américain a refusé le traité de Versailles, les traités de Paris, qui avaient été signés par le président Wilson quand il était en France. Et donc, les États-Unis n'ont pas accepté de soutenir le système créé par le traité de Versailles. De la même manière, la France, en 1954, avait négocié une communauté européenne de défense, une armée européenne, c'était la CED. Le gouvernement français avait négocié ce traité avec l'Allemagne, avec les pays du Benelux, et le Parlement français a refusé la ratification de la CED, et donc le projet est tombé à l'eau, et donc depuis maintenant des décennies, on essaie de construire une Europe de la défense qui en fait était déjà construite en 1954, mais que la France a refusé.
Alors cette ratification est donc très très importante et ça se manifeste par l'échange de lettres de ratification entre les parties qui ont négocié le traité. Échange de lettres de ratification. Si le traité n'est pas ratifié, il n'a aucun effet dans l'ordre international. Il est tout simplement nul et non avenu. Les exemples de ce type de non-application sont nombreux. J'y reviendrai. Je termine ce premier point en rappelant que, de manière très pratique, on a considéré qu'un certain nombre de traités n'avaient pas besoin de passer par la forme solennelle, parce que c'est quand même une forme qui est compliquée à organiser, il faut un vote du Parlement. Et donc, on utilise de plus en plus des accords qu'on appelle en forme simplifiée. Les accords en forme simplifiée sont des accords qui ne nécessitent pas la ratification. Alors, la pratique des accords en forme simplifiée est née au XIXe siècle, là aussi sous l'influence des États-Unis. En Amérique, ces accords s'appellent des Executive Agreements, des accords exécutifs, Executive Agreements. Ils sont uniquement signés par le président des États-Unis et suffisent à engager les Américains. Alors, évidemment, tels qu'ils ont été conçus au départ, ce sont plutôt des accords techniques qui ne sont pas très politiques, donc qui ne nécessitent pas un examen par le Parlement. Mais en réalité, comme c'est une forme très pratique, d'importants accords conclus par les États-Unis ont pris la voie de l'executive agreement, de la forme donc de l'accord exécutif. Alors je citerai les accords de Yalta de 1945, les accords de Paris de 1973, qui sont les accords par lesquels les États-Unis ont abandonné le Vietnam, les accords de Camp David en 1978, qui sont les accords de garantie de sécurité donnés à l'Égypte et à Israël après que ces deux États aient signé pour la première fois un traité de paix. La même année, un accord important qui est la reconnaissance de la Chine communiste est un accord exécutif. Et puis, dernier exemple en date, les accords de Paris de 2015 sur la lutte contre le changement climatique sont un accord exécutif. Alors, en réalité, le Sénat peut repousser ces accords exécutifs, mais c'est beaucoup plus compliqué. Il faut un vote du Sénat américain aux 2/3 pour les repousser. Donc, en pratique, généralement, l'accord du président suffit. Donc, la ratification est un enjeu majeur. Est-ce pour autant que le traité c'est fini ? Non, pas tout à fait. Il y a une dernière étape, c'est mon deuxième point, c'est la question de la validité du traité. Avant que le traité rentre en vigueur, il y a une dernière étape, c'est la validité du traité. Alors en fait, le traité signé, le traité ratifié, doit être conforme au droit international. Le traité signé et ratifié doit être conforme au droit international. Donc le juge international, si on lui présente un traité, va donc regarder si celui-ci est conforme au droit international. Et pour cela, le juge va examiner deux aspects. D'abord, il va regarder le contenu du traité. Donc l'idée très simple, c'est qu'il y a certains objets qui sont contraires au droit international. Par exemple, un traité qui aurait pour objectif d'agresser un autre État ou de commettre des actes de génocide, ces traités seraient considérés comme contraires au droit international, donc son objet ne serait pas licite. Deuxième condition examinée par le juge, c'est la capacité des parties à signer ce traité.
la capacité des parties. Donc après la licéité de l'objet, la capacité des parties. La licéité de l'objet, la capacité des parties. Donc là, tout simplement, le traité, on va regarder si le traité est signé par des États, par des sujets du droit international. Par exemple, on peut s'interroger sur les accords d'Évian en 1962. Les accords d'Évian ont été signés par le gouvernement français et par le Front de Libération Nationale, le FLN, qui, à cette époque, n'était pas un État reconnu sur la scène internationale. Les accords qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. La question aussi va se poser de la régularité du consentement. Est-ce que le gouvernement qui a signé a signé de manière licite? Alors, que peut-il se passer pour que ce ne soit pas licite? Eh bien, par exemple, un traité qui serait signé sous la contrainte militaire est considéré comme non valide au point de vue du droit international. Donc là, par exemple, on peut considérer que les traités inégaux signés par la Chine et les Occidentaux au XIXe siècle pourraient rentrer dans cette catégorie. Une catégorie un peu aux frontières un peu floues, puisque de la contrainte, on peut aussi passer à la question du dol. Le dol. Alors le dol, c'est quand vous avez signé un traité, mais que vous avez été induit volontairement en erreur en le signant, par des manœuvres qu'on appelle dolosives. Par exemple, on peut considérer que les accords de Munich, qui ont été signés par le gouvernement tchécoslovaque, l'ont été à la suite de manœuvres dolosives, puisque le résultat, c'est que la Tchécoslovaquie a disparu l'année d'après. Donc on peut imaginer qu'elle n'aurait pas signé si elle avait été consciente de cette conséquence. Enfin, dernier aspect, vous avez des signatures qui sont entachées d'invalidité parce que elles sont tout simplement fondées sur une erreur du gouvernement qui a signé. Alors, est-ce qu'une erreur peut empêcher un traité d'être valide? C'est une grande question du droit international qui a répondu en disant oui, si l'erreur, elle est essentielle. Si l'erreur est essentielle, ça peut invalider le traité. Et donc cela, vous en avez un exemple dans une décision, un arrêt de la Cour internationale de justice, de la CIJ, de 1961, qui s'appelle Temple de Prea-Vieillard. Temple de Prea, P-R-E-A-H, Vieillard, V-I-H-E-A-R. Donc ce temple, qui était encore aujourd'hui un sujet de dispute, est situé entre la Thaïlande et le Cambodge. Et en fait, la Thaïlande contestait le fait que le Cambodge possède ce temple, et elle le contestait en disant qu'elle avait signé un traité sur ses frontières avec le Cambodge, en fait à l'époque avec la France, qui dominait l'Indochine, et qu'elle avait donc, sans le savoir, commis une erreur sur le tracé des frontières. Donc, à cette époque, la CIJ a considéré qu'effectivement, si l'erreur était essentielle, ça pouvait entacher la validité du traité. Donc, ces points sont examinés par le juge qui, dans certains cas, peut décider de l'invalidité du traité, qui donc ne prendra pas effet. Mais de manière générale, le traité généralement donc entre en vigueur après la ratification, et donc là, ça nous permet de passer à la deuxième partie. On va voir que si les traités doivent être respectés, il est également possible de les faire évoluer. Donc deuxième partie, si les traités doivent être respectés, il est également possible de les faire évoluer. Alors, petit 1, je reviens d'abord sur le respect des traités, et ensuite on fera un focus sur leur évolution. Premier point, première sous-partie, le respect des traités.
Donc ce respect des traités, c'est d'abord, premier point, une obligation du droit international, mais également, deuxième point, une obligation en droit interne. Premier point, une obligation en droit international. Alors c'est un principe de la coutume internationale qui s'appelle pacta sunt servanda. On doit obéir au traité. Pacta sunt servanda. Ce principe coutumier a été codifié dans la Convention de Vienne de 1969, à l'article 26 de la Convention de Vienne. On va trouver la phrase suivante: tout traité en vigueur, c'est-à-dire qui a été bien ratifié, doit être exécuté de bonne foi. Tout traité en vigueur doit être exécuté de bonne foi. Alors ce principe est donc majeur dans le droit international. Il implique que le traité doit être appliqué à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors, il doit être appliqué dans le temps, c'est-à-dire qu'un traité n'est pas rétroactif. Il est donc obligatoire de le respecter à partir de la date de son entrée en vigueur. Et également, il doit être appliqué dans tout l'espace de l'État qui le signe et le ratifie. Donc ça, c'est une précision que je donne parce que, historiquement, le droit international a contesté le fait de ne pas appliquer le traité dans certaines parties du territoire. C'est ce que l'on appelait autrefois les clauses coloniales. Certains traités étaient applicables dans la métropole, mais pas dans les colonies. Donc, du point de vue du droit international, c'est contesté. Le traité doit engager l'État, faute de quoi, l'État est responsable et peut avoir à répondre devant les juridictions du non-respect du traité. C'est donc la responsabilité de l'État qui est engagé. Dernier aspect, le traité peut-il ne pas être intégralement appliqué? Alors oui, dans certains cas, si lors de la ratification, l'État a émis des réserves sur l'application du traité. Donc pendant longtemps, et encore aujourd'hui, les réserves sont vues d'un mauvais œil par le droit international. Mais en pratique, ces réserves sont juridiquement défendables. Donc le droit international l'a reconnu à la fin du XIXe siècle, en 1890, avec la Convention de Bruxelles contre l'esclavage. Donc la France, pour la première fois, avait émis des réserves à ce traité. Alors non pas qu'elle était contre l'esclavage, mais qu'elle était pour l'esclavage, mais parce qu'elle contestait le fait qu'il y ait des inspections internationales sur son territoire. Elle souhaitait maintenir un système d'inspection, donc à l'époque dans ses colonies, sur l'existence ou pas de l'esclavage. Et le juge à l'époque avait considéré que ces réserves étaient acceptables. Donc globalement, et je termine là-dessus, les réserves sont considérées comme acceptables par le juge si elles ne remettent pas en question l'objet du traité. Dès lors qu'elles sont excessives, elles sont considérées comme ne respectant pas le principe d'obligation d'exécution des traités. Donc ça, c'est le premier point sur l'obligation de respecter les traités dans l'ordre international. Et puis, deuxième point, je vais maintenant faire un focus sur le traité, la place du traité dans le droit interne. Alors, là aussi, il y a une obligation de respecter le traité en droit interne, mais cette obligation varie selon les systèmes juridiques qui sont ceux des États. Donc, pour aller vite, vous avez deux catégories d'États, ceux qui sont dans un système moniste et ceux qui sont dans un système dualiste. Alors, dans le système dualiste,
C'est un système qui est apparu au XIXe siècle. Il y a une séparation complète entre le droit international et le droit interne. Et donc, pour être respecté dans le droit interne, il faut que le traité soit introduit dans le droit interne par une loi. Alors, comme exemple de système dualiste, vous avez le Royaume-Uni. Lorsque le Royaume-Uni a signé un accord sur lorsqu'il a quitté l'Union européenne, donc le Brexit, eh bien cet accord a été introduit dans le système interne britannique par une loi votée par le Parlement. C'est le système dualiste. D'autres États adoptent un système moniste. Alors le système moniste, c'est le contraire du système dualiste. Il considère qu'il y a une unité de nature entre le droit interne et le droit international. En revanche, cette unité de nature n'exclut pas une hiérarchie des normes. Donc c'est la pyramide des normes de Hans Kelsen, K-E-L-S-E-N, donc pyramide ou hiérarchie dans lesquelles le droit international est au-dessus du droit interne. Alors c'est ce type de système moniste qu'on va retrouver dans, par exemple, la Constitution allemande, l'article 25 de la loi fondamentale de 1949 prévoit que le droit international est supérieur à la loi. C'est ce système qu'on va retrouver dans globalement le fonctionnement de l'Union européenne. L'arrêt Costa contre Enel de 1964 prévoit que le droit européen est supérieur au droit national. Et puis, c'est le système qu'on retrouve dans la Constitution française, donc article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, donc ratifiés, accord en forme solennelle, approuvé, accord en forme simplifiée, ont une autorité supérieure à celle des lois. Alors, le système français est un peu plus réservé puisqu'il ajoute, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. C'est ce qu'on appelle la condition de réciprocité. C'est la condition de réciprocité. C'est une condition qui a été introduite à l'époque par la France, on pourrait dire par nationalisme juridique, mais qui n'est pas du tout conforme au droit international. Le droit international ne conditionne pas le respect d'un traité au respect par l'autre partie. D'une part pour des questions de principe, et d'autre part pour des questions aussi pratiques, parce que en particulier, si vous pensez aux traités multilatéraux, on ne respecterait jamais aucun traité multilatéral, puisque par définition, il y aurait toujours certains États qui ne respecteraient pas la réciprocité. Donc, les traités doivent être respectés, ce qui ne les empêche pas, petit 2, d'évoluer. Donc, petit 2, je finis sur l'évolution des traités. Alors, deux points. D'abord, la modification des traités, et ensuite l'extinction des traités. Alors, premier point, la modification des traités. Donc, un traité peut être modifié si les parties contractantes le jugent nécessaire. Cette modification du traité se fait par la voie de ce qu'on appelle un amendement, l'amendement du traité. Donc, il peut être négocié entre les deux parties bilatérales, mais généralement, les modifications de traités concernent plutôt les traités multilatéraux. Par exemple, le traité de non-prolifération, le TNP de 1968,
prévoit aujourd'hui qu'il sera modifié tous les 5 ans avec la réunion d'une conférence de révision. Donc ça a été décidé par un accord en 1995 de l'Assemblée qui se réunit pour le TNP. Parfois, en dehors de cet accord express, vous pouvez avoir une modification du traité qui intervient par la voie coutumière. Par exemple, la Charte des Nations Unies a été modifiée, mais parfois aussi elle a été transformée par la coutume. Les groupes régionaux dans lesquels sont élus plusieurs comités des Nations Unies sont d'une création des années 60, donc de nature coutumière. Dans les traités multilatéraux, enfin, certaines modifications supposent l'adoption d'un nouveau texte, d'un nouveau traité. Par exemple, si je prends l'exemple du traité de Montego Bay de 1982, c'est un traité qui concerne le droit de la mer. Eh bien, ce traité est modifié par l'ajout de protocoles additionnels qui sont ouverts à la ratification par les autres parties. Et donc, cela contribue à modifier le traité originel. Donc, ça, c'est la modification des traités, premier point. Deuxième point, l'extinction des traités. Alors, les traités meurent aussi, pour reprendre un titre célèbre. Donc, les traités meurent. Comment meurent-ils ? Eh bien, de plusieurs manières. Premier cas, vous avez des traités qui ont une durée de vie limitée. Donc, dans les clauses finales du traité, il peut être indiqué que ce traité est conclu pour une durée limitée. Par exemple, le traité de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a été signé et ratifié en 1951, avait une durée de 50 ans. Donc, il a disparu au début du XXIe siècle. Parfois, cette durée est conditionnée à l'existence d'un critère particulier, d'une condition. C'est ce que l'on va appeler une clause résolutoire. Une clause résolutoire. Par exemple, le pacte de Varsovie, qui était l'alliance militaire entre les pays communistes, signé en 1955. Le pacte de Varsovie, il était prévu qu'il disparaisse au cas où serait signé un traité sur la sécurité européenne. Donc si un traité sur la sécurité européenne était signé, le pacte de Varsovie disparaissait. Enfin, vous avez le cas où les traités disparaissent tout simplement du fait de l'évolution de la situation internationale et du comportement des parties. Alors, que nous dit la Convention de Vienne ? La Convention de Vienne nous dit que les traités peuvent disparaître, effectivement, si, c'est l'article 60, si on constate une violation, je cite, substantielle du traité. S'il y a une violation substantielle du traité, alors celui-ci peut disparaître. Donc le droit international a considéré que pour qu'un traité disparaisse de manière légale, il fallait qu'il y ait des évolutions considérables des circonstances et que, à l'inverse, si les choses n'avaient pas changé, alors c'est ce qu'on appelle la clause rebus sic stantibus, rebus sic stantibus, les choses restant en l'état, eh bien rien ne justifierait la remise en question du traité parce qu'elle serait contraire au respect qu'on lui doit.
Alors j'en arrive à ma conclusion. Comment le droit des traités évolue-t-il aujourd'hui et quelle est la position des Européens sur le sujet? Alors, je dirais que les Européens, donc le droit des traités reste aujourd'hui assez actif, même si objectivement il y a moins de traités qui sont signés, peut-être, tout simplement parce que le consensus international étant moindre que dans les années 1990, la négociation internationale, en tout cas pour les traités multilatéraux, a tendance à se ralentir. En même temps, la France continue de signer des traités bilatéraux importants. Elle en a signé avec le Royaume-Uni sur la défense, elle en a signé avec l'Allemagne, avec l'Italie, elle en prépare un avec la Pologne. Donc il y a une activité bilatérale qui continue d'exister. Quelle est la position des Européens sur les traités? Vous avez d'un côté certains États européens qui considèrent que les traités, que la validité des traités ne doit pas être exagérée. Donc c'est un courant un peu réaliste au sein de la diplomatie européenne. Je vous rappelle le mot célèbre du général de Gaulle, qui avait vu le traité de Versailles ne pas être respecté, et donc qui disait « Les traités ne durent que ce que durent les fleurs des jeunes filles ». Bon, c'est un peu daté. Et puis, vous avez une approche plus juridique ou plus idéaliste, qui est celle quand même de l'Union européenne. Globalement, les pays de l'Union européenne aujourd'hui ce sont des pays, et c'est une organisation, l'Union européenne, qui utilise énormément la voie conventionnelle. Tous les accords de négociation commerciale que négocie l'Union européenne sont des traités commerciaux. Tous les accords d'association et toute la politique de voisinage de l'Union européenne repose sur des accords bilatéraux, sur des traités. Donc ce juridisme est un vecteur important de l'influence européenne, et de manière générale, l'Union européenne, elle est quand même plutôt porteuse de ce droit conventionnel qu'elle utilise comme un outil d'influence et de diplomatie.